À ces raisons pour n'en pas vouloir. Je soutiens que cela n'est permis qu'aux gens vigoureux et robustes, qui ont des forces de reste, porter les remèdes avec la maladie. Mais que pour lui, il a justement la force de porter son mal. Une sotte raison que voilà. Tenez, mon frère, ne parlez point de cet homme-là davantage, car cela m'échauffe la bile, et vous me donneriez mon mal. Lister! 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 Ah, mon frère, avec votre permission, Comment? Que voulez-vous faire? prendre ce petit lavement-là, ça sera bien monté. Vous vous moquez! Est-ce que vous souhaitez être un moment son lavement ou son médecine? Remettez ça et demeurez un peu en repos. Monsieur Florent, à ce soir, ou à demain matin. De quoi vous mêlez-vous de vous opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher monsieur de prendre mon clistère? Vous êtes bien plaisant d'avoir cette hardiesse-là. Allez, monsieur! Ouais bien, vous n'avez pas accoutumé de parler à des bizarres. On ne doit point ainsi se jouer des remèdes et me faire perdre mon temps. Je ne suis venu ici que sur une bonne ordonnance. Et je vais dire à monsieur Burgon qu'on m'a empêché d'exécuter ses ordres et de faire ma fonction. Vous verrez. Vous verrez. Ah, mon frère. Vous verrez. Vous serez cause ici de quelque malheur. Le grand malheur de ne pas prendre un lavement que monsieur Purgan a ordonné. Encore un coup, mon frère. Est-il possible qu'il n'y ait pas de moyen de vous guérir de la maladie des médecins? Mon Dieu, mon frère, vous en parlez comme un homme qui se porte bien. Mais si vous étiez à ma place, vous changeriez bien de langage. Il est aisé de parler contre la maladie quand on est en pleine santé. Mais quel mal avez-vous? Vous me feriez enrager. Je voudrais que vous lussiez mon mal pour voir si vous lâcheriez tant. Ah, voici monsieur Purgon. Je viens d'apprendre là-bas à la porte de jolies nouvelles. Qu'on se moque ici de mes ordonnances, qu'on a fait refus de prendre le remède que j'avais prescrit. Monsieur, c'est Voilà une hardiesse bien grande. Une étrange rébellion d'un malade contre son médecin. Cela est épouvantable. Un clistère que j'avais pris plaisir à composer moi-même, Monsieur, c'est pas inventé et formé dans toutes les règles de l'art, Il a tort. mais qui devait faire dans les entrailles un effet merveilleux. Mon frère. Envoyé avec mépris. Mais c'est lui. C'est une action exorbitante. Un attentat énorme contre la médecine. Il est con, Un crime de lèse-faculté qui ne se peut assez punir. Vous avez raison. Je vous déclare que je romps commerce avec vous. Mais c'est mon Que frère. je ne veux plus d'alliance avec vous. Vous ferez bien. Et que pour finir toute liaison avec vous, voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur du mariage. C'est mon frère qui a fait tout le mal. Méprisez mon clistère. Faites-vous dire, je m'en vais le prendre. Je vous aurais tiré d'affaire avant qu'il fût peu. Il ne le mérite pas. J'allais nettoyer votre corps, en évacuer entièrement les mauvaises humeurs. Oh, mon frère. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de médecines pour vider le fond du sac. Indigne de vos soins. Mais, puisque vous n'avez pas voulu guérir par mes mains, Mais c'est pas ma faute. puisque vous vous êtes soustrait de l'obéissance que l'on doit à son médecin, Vengeance. puisque vous vous êtes déclaré rebelle au remède que je vous en donnais, Pas du tout. j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à l'intempérie de vos entrailles, à la corruption de votre sang, à l'âcreté de votre bile, à la féculence de vos humeurs. Et je veux qu'avant qu'il soit 4 jours, vous deveniez dans un état incurable. Miséricorde. Que vous tombiez dans la bradypepsie, Monsieur Purgon. de la bradypepsie dans la dyspepsie, Monsieur Purgon. de la dyspepsie dans la pepsie, Monsieur Purgon. de la pepsie dans la lianterie, Monsieur de Purgon. la lianterie dans la dysenterie, Monsieur Purgon. de la dysenterie dans l'hydroplésie, Monsieur Purgon. de l'hydroplésie dans la privation de la vie. On vous aura conduit votre folie. Mon Dieu. Je suis mort. Mon frère, vous m'avez perdu. Quoi? Qu'y a-t-il? Je n'en puis plus. Et je sens déjà que la médecine se venge. Ma foi, mon frère, mais vous êtes fou!
voudrais pas pour beaucoup de choses que l'on vous lui faire ce que vous faites. Tâtez-vous un peu, je vous prie, et revenez à vous-même, et ne donnez point un temps à votre imagination. Vous voyez des étranges maladies dont il m'a menacé. Le simple homme que vous êtes. Il dit que je deviendrai dans un état incurable avant qu'il soit 4 jours. Et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Il semble à vous entendre que M. Purgon tienne dans ses mains le filet de vos jours, et que l'autorité suprême vous l'allonge et vous le raccourcisse comme il lui plaît. Songez que les principes de votre vie sont en vous-même, et que le courroux de M. Purgon est aussi peu capable de vous faire mourir que ça remède de vous faire vivre. Voici une aventure, si vous voulez, à vous défaire des médecins. Ou, si vous êtes mieux de pouvoir vous en passer, il est aisé d'en avoir un autre, mon frère, avec lequel vous puissiez courir un peu moins de risques. Mon frère, il sait tout mon tempérament et la manière dont il faut me gouverner. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Un médecin? Quel médecin? Un médecin de la médecine. Je te donne dîner. Mais je ne le connais pas. Mais il me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et si j'étais sûre que ma mère était honnête femme, je dirais que ce seraient quelques petits frères qu'elle m'aurait donnés depuis le trépas de mon père. Fais-le venir. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte, un autre se présente. Mon frère, j'ai bien peur que vous soyez cause ici de quelque mal. Encore, vous en revenez toujours là. Monsieur, agréez que je vienne vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour toutes les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Je suis fort obligé. Monsieur, je vous prie de m'excuser, j'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je reviens tout à l'heure. Par ma foi, voilà Toinette elle-même. Ne diriez-vous pas que c'est effectivement Toinette? Ah, il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande, mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses. Et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Que demandez-vous, monsieur? Comment? Ne m'avez-vous pas appelé? Moi? Oui. Non. Oh bon? Il faut donc les oreilles m'écorner. Hé, Toinette! 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 Reviens un peu ici pour voir comme ce médecin te ressemble. Ah oui, vraiment, hein, j'ai affaire là-bas. Puis je l'ai assez vu. Si je les voyais tous deux, je croirais que ce n'est qu'un... J'ai vu des choses surprenantes sur ces sortes de ressemblances et nous en avons vu de notre temps où tout le monde s'est trompé. Pour moi, j'aurais été trompé de celle-là et j'aurais juré que c'est la même personne. Monsieur, je vous demande pardon de tout mon cœur. Vous ne trouverez pas mauvais, s'il vous plaît, la curiosité que j'ai eue de voir un illustre malade comme vous êtes. Et votre réputation qui s'étame partout peut excuser la liberté que j'ai prise. Je suis votre serviteur. Je vois, monsieur, que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je dirais que vous pouvez avoir tout au plus 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90? Oui, vous voyez ici un des effets des secrets de mon art, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeu de vieillard pour 90 ans. Je suis médecin passager qui fait de ville en ville, de province en province, de royaume en royaume, pour trouver d'illustres matières à ma capacité, pour chercher des malades dignes de m'occuper, capables d'exercer les grands et beaux secrets que j'ai trouvés dans la médecine. Je dédaigne de m'amuser de ce menu fatras de maladies ordinaires, de ces bagatelles, de rhumatismes et de fluxions, de ces fièvrottes, de ces vapeurs et de ces migraines. Je veux des maladies d'importance, de bonnes fièvres continues avec des transports au cerveau, de bonnes fièvres pourprées, de bonnes pestes, de bonnes hydropisies formées, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. C'est là que je me plais, c'est là que je triomphe. Bravo. Et je voudrais, monsieur, que vous eussiez toutes les maladies que je viens de dire, que vous fussiez abandonné de tous les médecins, désespérés, à l'agonie, pour vous montrer l'excellence de mes remèdes et l'envie que j'aurais de vous rendre service. Ah, monsieur, je vous suis obligé de toutes les bontés que vous prenez de moi. Donnez-moi votre pouls. Allons donc que l'on batte comme il faut. Ah, je vous ferai bien aller comme vous devez, hein. Ah, ce pouls-là fait l'impertinent. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purgon. Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie, mais d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Ouais, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête
Justement, le poumon. Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Quelquefois des maux de cœur. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois il me prend des douleurs dans le ventre, comme si c'était des coliques. Le poumon, vous avez appétit à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon, vous aimez boire un peu de vin? Ah oui, monsieur. Le poumon, vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien aise de dormir. Ah oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je, que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture. Du poumon. Du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du veau. Ignorant. Du bouillon. Ignorant. Et des chevrets. Et le Ignorant. soir des petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout pas mon vin fort trempé. Ah, ignorantus, ignoranta. Il faut boire votre vin pur. Et pour épaissir votre sang, qui est trop subtil, il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons fromages de Hollande, du gruau et du riz, des marrons et des oublis pour coller et complétiner. Votre médecin est une bête. Je veux vous en envoyer un de ma main et je viendrai vous voir de temps en temps, tandis que je serai en cette ville. Oh, vous m'obligez beaucoup. Que diantre faites-vous de ce bras-là? Comment? Bah voilà un bras que je me ferais couper si j'étais que de vous. Pourquoi? Ne voyez-vous pas qu'il tire à soi toute la nourriture et qu'il empêche l'autre côté de profiter? Ah oui, mais j'ai besoin de mon bras. Vous avez aussi là un œil droit que je me ferais crever si j'étais en votre place. Crever un œil. Ne voyez-vous pas qu'il incommode l'autre et qu'il lui dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-vous le crever au plus tôt, vous en verrez plus clair de l'œil gauche. Jusqu'au revoir. Cela n'est pas pressé. Il faut que je me rende à une grande consultation qui se doit faire pour un homme qui mourut hier. Un homme qui mourut hier? Oui, pour aviser et voir ce qu'il aurait fallu faire pour le guérir. Jusqu'au revoir. Vous savez, monsieur, que les malades ne reconnaissent point. Voilà un médecin qui paraît fort habile. Mais il va un peu bien vite. Ah, les grands médecins sont comme cela. Me couper un bras, me crever un œil, afin que l'autre se porte mieux. Eh, bien mieux qu'il ne se porte pas si bien. Alors, je suis votre servante et j'ai pas envie de rire. Qu'est-ce que c'est? Votre médecin, ma foi, qui voulait me tâter le pouls. Voyez, j'en à 90 ans. Oh ça, mon frère. Puisque voilà votre monsieur pur gambrouille avec vous. Ne voulez-vous pas bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Non! Je vais la mettre dans un couvent, elle sera religieuse, c'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Je vous entends. Vous en revenez toujours là, hein, et ma femme vous tient au cœur. Ah oui, mon frère. S'il faut parler à cœur ouvert, c'est votre femme que je veux dire. Non plus que de l'entêtement dans la médecine, je n'ai pu vous souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle. Et voir que vous donniez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous tend. Ah, monsieur, ne parlez point de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice. Et qui aime monsieur, qui l'aime. On peut pas dire ça. Eh, demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Ouais, il est vrai. L'inquiétude que lui donne ma maladie. Assurément. Et les choix et les prennent qu'elle prend autour de moi. Il est certain. Voulez-vous que je vous convainque et vous fasse voir tout à l'heure comme madame aime monsieur? Monsieur, souffrez que je lui montre son bec jaune et le tir d'erreur. Et comment? Madame s'en va revenir. Restez tout étendu comme vous êtes. Mais contrefaites le mort. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je le veux bien. Ah oui! Mais ne la laissez pas trop longtemps dans le désespoir. Elle en pourrait bien mourir. Laisse-moi faire. Mais oh, cachez-vous, vous, dans ce coin-là. Y a-t-il point quelque danger à contrefaire le mort? Non. Non, quel danger y aurait-il? Il y aura plaisir à confondre votre frère, hein? Voici madame. Ah mon Dieu, à ma
arrive-t-il? Votre mari est mort. Marie est mort? Hélas, oui. Le pauvre défunt est trépassé. Assurément. Assurément. Personne ne sait encore cet accident-là, je me suis trouvée toute seule. Il vient de passer entre mes bras. Le ciel en soit loué. Me voilà délivrée d'un grand fardeau. Que tu es sotte, Toinette, de t'affliger de cette mort. Je pensais, madame, qu'il fallait pleurer. Oh, va, cela n'en vaut pas la peine. Quelle perte est-ce que la sienne? Et de quoi servait-il sur la terre? Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoûtant, sans cesse un lavement ou une médecine dans le ventre, mouchant, toussant, crachant toujours, sans esprit, ennuyeux, de mauvaise humeur, fatiguant sans cesse les gens, et grondant jour et nuit servantes et valets. Voilà une belle oraison funèbre. Il faut, Toinette, que tu m'aides à exécuter mon dessein. Et tu peux croire qu'en me servant ta récompense est sûre, puisque par un bonheur, personne n'est encore averti de la chose. Tenons cette mort cachée jusqu'à ce que j'ai fait mon affaire. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je me veux saisir. Et il n'est pas juste que j'ai passé sans fruit auprès de lui mes plus belles années. Viens, Toinette, prenons auparavant toutes ces plaies. Doucement! Oui, madame ma femme. Est-ce ainsi que vous m'aimez? Le défunt n'est pas mort. Je suis bien aise d'avoir vu votre amitié et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait de moi. Voici un avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire bien des choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez? Par ma foi, je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille. Remettez-vous comme vous étiez. Voyons de quelle manière elle recevra votre mort. C'est une chose qui n'est pas mauvaise d'éprouver puisque vous êtes en train. Vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Ah, mon Dieu! Ah, malheur! Fâcheuse aventure, malheureuse journée! Qu'es-tu, Toinette, et de quoi pleures-tu? Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. Et quoi? Votre père est mort. Ton père est mort, Toinette? Hélas, oui, il vient de passer d'une faiblesse qui lui a prise. Au ciel! Quelle infortune! Quelle attente cruelle, hélas! Faut-il que je perde mon père? La seule chose qui me restait au monde. Et qu'encore pour un surcroît de désespoir, je le perds dans un moment où il était irrité contre moi. Que deviendrais-je malheureuse? Quelle consolation trouver après une si grande perte? Mais qu'avez-vous donc, belle Angélique? Quel malheur pleurez-vous? Hélas, je pleure tout ce que dans la vie je pouvais perdre de plus cher, de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Oh ciel, quel accident! Non, Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons là toute pensée du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde. J'y renonce pour jamais. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole. Et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Ma fille! Bien, je ne suis pas mort! Oh, tu es mon vrai sang, ma véritable fille, et je suis ravi d'avoir vu ton beau naturel. Hé, oh, hé! Mon frère, pouvez-vous tenir la compte? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Il se fasse médecin, je prends son mariage. Ouais,
Faites-vous médecin, je vous donne ma fille. Ouais, très volontiers. Monsieur, s'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin. Apothicaire, même, si vous voulez. Mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La communauté sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Mais cela est vrai. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Il n'est pas de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin. Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Bon, étudiez, vous êtes assez savant. Et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Mais il faut savoir parler latin, connaître les maladies et les remèdes qu'il y faut faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela. Et vous serez après plus habile que vous ne voudrez. Donc c'est discourir sur les maladies quand on a cet habit-là? Oui, l'on n'a qu'à parler. Avec une robe et un bonnet, toute galimatia devient savant, toute raison devient sottise. Quel est votre dessein? Nous divertirons un peu ce soir. Les comédiens ont préparé un petit intermède de la réception d'un médecin. Je veux que nous en prenions le divertissement et que mon frère y fasse le premier personnage. Oh, mon oncle, il me semble que vous vous jouez un peu beaucoup de mon père. Ma nièce n'est pas tant le jouet que de s'accommoder à cette fantaisie. Tout ceci n'est qu'entre nous. Nous pouvons aussi chacun prendre un personnage, nous donner ainsi la comédie des uns aux autres. Le carnaval autorise cela. Et consentez-vous? Oui, puisque mon oncle vous y conduit. Savantissimi doctores, medicini professores, qui ici assemblés estis, et vous tous autres messores, sentencium facultatis, chirurgiens, apothicari, et puis toute la compagnie, salus, honor et argentum, et puis bonum appetitum. Non possum docte confrérie suffisamment admirari quale bona invention est notre docte profession. Bella cosa, bien trovata cette médecine benedicta qui sur son nom solo, ô surprenant miraculo, depuis si longo temporé peut faire vivere à gogo tant de gens boni générés. Sur totam terram videmus, grandam vogam ubissus, comme grandes et petiti de nous sont tous infatuti. Totus mundus curanto remedios, nous regardate comme des déos. Même à nos ordonnances, princes et rois sont soumissis. Donc, et de notre sapiencier, bonicenci et prudencier, de fortement travaillaré à nous toujours bien conserver en tel crédit et honoré, de prendre garde à non recevérer que des personnes capables et tout à fait dignes de remplir ces places honorables. C'est pour ça qu'être convocati. Et credo que troveras-tu digne matière d'un médici dans le savantum que voici, lequel, en choses omnibus, je donne à interrogando et à foi questionnando à vos capacitatibus. Si madame licence praeses, doctores, d'assistenti illustres que j'estime honoro, je demanderai la cause, la ratio très savamski bacheliere, qui fait que l'opium dort. À moi? Doctoré, cause et raisons sont demandées pourquoi l'opium dormirait. À quoi je répondrai que c'est la vertu dormitiva qui en lui, selon natura, a tendance à soupirer. Comme permission du presbyte doctissime facultatis et de vous tous l'assistenti. Te demanderai, docte bacheliere, quels sont les remédias que dans les maladies additives dropisia il convient de facérer? Clisterium donare, ostia segnare, ensuite abjurgare. Simonum sablatur au maître présidi doctissime facultatis et à toute la compagnie, demande à Motibi docte bacheliere quel remédia aux éthysico-pulmonique et asthmatique tu trouveras bon le facérer. Clisterium donare, ostia segnare, ensuite abjurgare.
toutes ces maladias, doctus bacholierus dixit maravillia. Mais sinon non io dominum presidem, doctissimam facultatem, et totam honorabilem compagnonem ecutantem, lui